Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais un Mila, Bazapoka, Tessa, Coca, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Merci bien, secrétaire national. Chers amis journalistes, je vous salue tous. Et je commence par vous remercier de la confiance que vous avez placée en nous en répondant massivement à notre appel. Selon les statistiques que je viens d'avoir, il y a une quarantaine de journalistes ici devant nous. C'est une très bonne chose en ce qui nous concerne. Nous avons toujours travaillé dans la transparence et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu vous surprendre par des développements surprises. Nous avons pris soin de vous remettre un document de 15 pages qui retrace tout notre raisonnement au niveau de la situation politique actuelle du pays afin de vous permettre de vous questionner, de nous questionner ensemble sur l'état d'avancement politique de notre pays. Je ne sais pas si partout où vous allez, on vous soumet au même régime, au même traitement. Vous avez devant vous le raisonnement que nous avons mené comme une épaisse le peuple pour pouvoir vous appeler ici et vous livrer ce que nous pensons sur notre pays. Pour rappel, vous savez que nous vous avions alerté, vous Congolais, sur le mauvais caractère du processus électoral. Beaucoup d'entre vous nous qualifiaient de prophètes de malheur. Nous avions prévenu sans embâche, ici même, et même dans certaines radios qui sont représentées ici, que ce processus électoral a mené le pays tout droit vers le désordre. Le désordre. Beaucoup d'entre vous ne nous avez pas cru. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans ce désordre-là. Vous ne pouvez pas imaginer un pays dont le président est contesté, le président de la République. Les députés ont été nommés et non élus. Les sénateurs ont été reconnus corrompus, toute une chambre. Les gouverneurs corrompus, les assemblées provinciales corrompues. Et espérer que vous avez un pays qui va avancer. Ce n'est pas possible. Et donc aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter que vous nous jetiez des fleurs parce que nous vous avions prévenu que le processus était mauvais. Nous avons décidé d'aller au-delà. Comme nous sommes dans une impasse politique, une crise généralisée de pouvoir, une crise de légitimité, nous avons décidé de proposer des pistes de solutions à l'endroit des Congolais et des étrangers qui vivent dans notre pays. Parce que nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous sommes des leaders politiques et nous devons orienter les choses dans le bon sens. Pour cela, nous avons subdivisé notre travail en 4 parties. La première partie se penche sur la motivation principale de ce que nous demandons. La deuxième partie, telle que vous l'avez à la page 3, parle de la nécessité de stabiliser la RD Congo. Dans cette partie-là, nous relevons les atouts d'un pays comme le Congo et que le désordre au Congo va impacter toute la planète Terre. Donc tout le monde a intérêt à aider le Congo pour l'accompagner dans un processus de bonne gouvernance et de démocratie. La troisième partie, c'est à la page 6, parle de l'apport de RD Congo au monde. Nous avons essayé d'épingler quelques faits saillants de tout ce que la RDC a apporté à l'humanité et au monde, généreusement et gratuitement. Mais en retour, la RDC n'a jamais été soutenue par le monde
pour ne pas dire la communauté internationale, et nous le déplorons. La quatrième et dernière partie, après avoir relevé tout cela, nous parlons des pistes de solution. Ces pistes de solution s'articulent autour d'une chose simple. Nous sommes dans une crise de légitimité de pouvoir. Et c'est une crise généralisée. Et donc, il faut sortir de cette crise de légitimité de pouvoir autour d'une table. On ne va pas prendre les armes pour cela. On ne peut pas faire comme en 2006 et en 2011, gouverner par défi, parce que ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher, d'expérience d'ailleurs. Et donc, nous disons qu'il faut que nous nous retrouvions, nous Congolais, autour d'une table pour pouvoir nous regarder dans les yeux et trouver des pistes de solution. L'ossature de notre solution est très simple. Avant d'y arriver, vous avez vu ce que nous avons proposé. Un contentieux électoral oppose des acteurs politiques. Donc il faut ramener ces acteurs politiques autour d'une table et trouver une solution idoine. Nous n'avons pas eu des élections libres, démocratiques et transparentes dans notre pays. Même si certains parlent de passation pacifique du pouvoir, les Américains en tête. Mais allez au cimetière, vous trouverez une passation pacifique du pouvoir dans les cimetières, si c'est ce que vous voulez. C'est incroyable qu'on nous parle de passation pacifique du pouvoir dans un pays qui doit cheminer vers la démocratie et la bonne gouvernance et s'arrêter là. C'est pour cela que nous avons dit il faut que tous les acteurs politiques et la communauté internationale doivent jouer ce rôle-là, d'amener tout le monde autour de la table pour décider d'une période de transition au cours de laquelle toutes les conditions seront réunies pour pouvoir organiser réellement des élections libres, démocratiques et transparentes. Parce que ces conditions n'ont jamais été réunies depuis Sun City en 2002. Et celui qui vous parle a été un acteur principal à Sun City. Et donc, le fait de n'avoir pas respecté les préalables, ça nous colle à la peau et nous avons tous ces impasses-là que nous traînons jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous devons réunir toutes ces conditions-là dans une période qui ne doit pas excéder 3 ans, 36 mois. Et cette période-là va nous servir donc à réunir ces conditions. Nous nous sommes même proposés de donner des orientations sur le programme spécifique de cette période-là qui va donc nous amener à des élections libres, démocratiques et transparentes avec des animateurs réellement choisis par la population. Mais je voudrais, avant de passer à la seconde étape, j'aimerais quand même vous donner m'appesantir sur quelques éléments de la motivation principale. Alors, nous ne pouvions pas aller aux élections libres, démocratiques et transparentes pour 3 raisons essentielles, telles que nous en avions parlé à l'époque. À l'époque, nous avions une machine à voter introduite frauduleusement par la CENI, interdite par la loi électorale, une machine à voter, et qui avait comme objet d'escamoter certaines étapes du processus électoral pour arriver à la fraude. Vous aviez remarqué que la compilation n'avait jamais eu lieu, la publication des PV bureau par bureau n'a jamais eu lieu, et donc tout cela c'était en faveur de cette machine à voter dont la compilation se faisait quelque part ici à Kinshasa dans un bureau pour nommer les gens qui n'avaient pas été élus. La deuxième raison, la machine n'avait pas été enlevée pour ça. La deuxième raison, c'est la sévère corruption du fichier électoral. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, avait fait état d'un rapport commandé par la CENI elle-même. Et ce rapport faisait état du fichier électoral corrompu. Presque le cinquième du corps électoral était fictif. Et ajoutait à cela que les Congolais de l'étranger, en violation de la Constitution et de la loi électorale, n'avaient pas participé au vote pour n'avoir pas été enrôlés. On ne peut pas imaginer dans un pays où une constitution est mise entre parenthèses, même pas pendant un jour, ce n'est pas possible. C'est ce qui a été fait avec ces élections-là. La troisième raison, ceux qui parmi vous étaient avec nous à la CENCO, nous avions signé un accord le 16 décembre 2016. Et dans cet accord, majorité présidentielle,
et nous, opposition, nous avions convenu qu'il n'y avait plus, écrit noir sur blanc, expressis verbis, que la CENI n'inspirait plus confiance aux acteurs politiques. C'est écrit comme cela. Et nous avions décidé pour ce faire de restructurer la CENI tant du point de vue de son organisation et de son fonctionnement et de diligenter un audit externe sur cette CENI-là avant de la restructurer. Tout cela n'a jamais été fait. Comment pouvez-vous aller aux élections en comptant sur une institution en qui personne n'a confiance et parce que cette institution-là s'était révélée être partisane du pouvoir en place. Et cela a été écrit noir sur blanc dans l'accord de la Saint-Sylvestre, signé par les gens de Kabila et par nous-mêmes. Et donc, ces préalables-là, ces problèmes-là, étant maintenus tels quels, nous ne pouvions donc pas accorder un quelconque crédit à ce processus électoral. Et nous l'avions dit. En fait, ce que le pouvoir cherchait était simple. Tous les opposants qui étaient candidats présidents de la République n'avaient que le rôle de crédibiliser une parodie électorale. Et nous l'avions dit à l'époque. Nous avions alerté les candidats de l'opposition à la présidence de la République de ne pas s'engager dans cette affaire. Parce que le processus n'était pas crédible, mais pour que le processus soit avalé par la communauté nationale et internationale, soit avalisé, il fallait des grandes personnalités de l'opposition dans ce processus pour crédibiliser une parodie électorale. Et donc, ils sont allés accompagner M. Kabila, qui lui a contrôlé ce processus-là du début à la fin avec sa CENI, afin de désigner les futurs animateurs des institutions, notamment désigner le futur président de la République qui soit à mesure de garantir à sa destinée, à la dynastie Kabila, une survie politique, économique, financière, une impunité, une protection et des immunités diverses. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Alors ici, nous revenons sur cette affaire de passation de pouvoir, passation pacifique. C'est comme si le rôle dans ce pays, la démocratie, on met de côté, les droits de l'homme, on met de côté. Tant qu'il n'y a pas de sang qui verse, c'est l'essentiel. Mais nous allons rester comme ça jusque quand? Parce que les gens continuent à mourir. C'est pour ça que je vous disais, aller au cimetière. Il y a des fosses communes partout. C'est aussi passation calme et pacifique du pouvoir. Il n'y a personne qui respecte là-bas. Alors tuer tous les Congolais pour qu'il y ait passation pacifique du pouvoir et mettez de côté la démocratie et les droits de l'homme. Et cette phrase-là a été prononcée pour la première fois, et c'est ce qui nous étonne, par l'ambassadeur Niki Halé des États-Unis aux Nations Unies, de passage ici à Kinshasa en 2017. Il faut une passation pacifique du pouvoir. Mais nous savions tous qu'il n'y aura pas passation pacifique du pouvoir. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Les affrontements actuels montrent bien qu'il n'y a pas passation pacifique du pouvoir. Pour qu'il y ait passation pacifique du pouvoir, il faut qu'il y ait au préalable l'acceptation du résultat par tous les protagonistes. Moi, j'accepte ma défaite, je félicite celui qui a gagné, et donc il y a passation pacifique du pouvoir. Parce qu'il n'y a personne qui respecte, il n'y a personne qui conteste. Et cela n'est possible que si le processus est transparent. Parce que partout j'ai vu que j'ai échoué, j'accepte. Mais dans les conditions que je vous ai décrites tout à l'heure, un processus aussi biaisé. Comment peut-on parler de passation pacifique du pouvoir s'il n'y a pas de transparence du processus et donc acceptation des résultats par les protagonistes? Donc cette affaire de passation pacifique du pouvoir, vous les journalistes, vous devez vous questionner là-dessus et essayer de vous interroger pourquoi cette phrase-là a été jetée comme ça. Ça me rappelle en 2011 quand on disait oui, il y a eu fraude massive, mais les résultats ne modifient pas l'ordre d'arrivée. Quand il s'agissait de Tshisekedi, vous vous rappelez, et le résultat ne modifie pas l'ordre d'arrivée. Pendant qu'il y a eu fraude massive. Donc la même phrase, ici on a trouvé une phrase pour calmer les gens, pour faire endormir les gens, une phrase que nous rejetons. Et d'autant plus qu'elle commence, cette phrase-là, elle est donnée par celui qu'on appelle le leader du monde libre, les États-Unis d'Amérique. Donc le karma apparent, le karma actuel ne nous semble pas un calme acceptable. Quand vous avez un président de la République en place non réellement élu, une assemblée nationale composée par des personnes majoritairement nommées au lieu d'être élues,
des gouverneurs de province élus au second degré sous des allégations sérieuses de corruption, eux-mêmes issus des assemblées provinciales illégitimes, un Sénat composé de membres reconnus corrupteurs. Voilà la configuration de l'opprobre d'une bombe à retardement qui explosera tôt ou tard et qui risque d'entraîner dans sa déflagration toute la sous-région de l'Afrique centrale. Et ce que nous disons là-bas, ce n'est pas de l'exagération. Je crois que nous avons donné l'habitude de prédire des choses qui se réalisent. Nous vous avions dit que le dauphin de Kabila était dans l'opposition. Personne ne nous croyait au mois d'août. Personne. Nous vous avions dit Chadari ne pouvait pas être son dauphin. Et nous avions des éléments objectifs. Et ça s'est avéré vrai. Et donc, ce que nous disons ici, ce n'est pas de l'exagération. Nous dénonçons donc cet accommodement de la classe politique avec ce genre de phrase, passation pacifique du pouvoir. Nous avons une bombe à retardement dans ce pays qui peut exploser à tout moment. Et cette explosion peut commencer n'importe où. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'élection des sénateurs. Nous attendons toujours le gouvernement et le Premier ministre, ça fait 4 mois. 4 mois. Et on vous dit qu'ils se sont entendus. Eh bien, entendez-vous sur papier, mais qu'en sera-t-il du fonctionnement d'un pays dont les résultats sortent des tractations aussi pénibles? Qu'est-ce que ça va donner? Donc cette bombe à retardement va exploser tôt ou tard, c'est ce que nous prédisons. Et connaissant les acteurs en place, moi qui vous parle après avoir passé presque 3 décennies de ma jeunesse aux côtés de Tshisekedi, avec les amis qui sont de l'autre côté, je sais qui est qui, je sais de quoi ils sont capables les uns et les autres. Et donc je confirme que c'est un volcan qui peut entrer en éruption à tout moment, la République démocratique du Congo. Et nous ne voulons pas nous accommoder de cette situation-là. Alors, les gens disent, la communauté internationale ne cherche que ses intérêts. Et bien sûr, mais le Congo aussi a droit aussi à sauvegarder ses intérêts. Parce qu'il y a 80 millions d'âmes au Congo qui vivent, qui ont droit aussi à la liberté, à la démocratie, aux droits de l'homme. Et à une vraie démocratie, pas une parodie. Et nous relevons dans ce deuxième paragraphe, de ce deuxième chapitre, les atouts du Congo. Vous savez, une fois je vous avais dit ici, vous journalistes, soyez candidat président au Bénin ou au Togo, à la limite ça n'intéresse personne. À la limite ça n'intéresse personne. Mais quand vous vous portez candidat au Congo, vous devez savoir, vous candidats, quelle est la dimension réelle du Congo que vous prétendez diriger. Et si vous ne connaissez pas ce que c'est que le Congo, abstenez-vous de vous engager dans cette affaire. J'avais suivi d'ailleurs, vous voyez, dans certaines conférences, on invite des personnalités congolaises, rien que sur le climat. Vous avez entendu comment vos responsables ont balbutié des réponses. Alors que ce sont des réponses élémentaires pour quelqu'un qui se dit président du Congo et qui doit savoir quelle est la valeur du Congo. Le Congo, rien que sur le plan du climat, rien que les 47% des forêts tropicales, rien que les tourbes qui emmagasinent 3 ans d'émissions de gaz carbonique du monde. Mais le monde entier ne peut pas se passer du Congo, de l'environnement, sans savoir cela. Et vous êtes président du Congo. Vous êtes président du Congo. Élevez-vous à la hauteur des enjeux. Je ne parle même pas du cobalt. Je ne parle même pas du coltan. 70% du cobalt du monde que vous avez chez vous. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire toute l'industrie de l'armement et de l'armement spatial en particulier dépend de vous. Imaginez-vous ce que ça veut dire. Toute l'industrie de pointe, de technologie de pointe, avec le coltan, je laisse le cobalt, le coltan, ça dépend de vous. Est-ce que vous connaissez cela? Et vous prétendez diriger le Congo. Voilà ce à quoi les journalistes que vous êtes devaient attirer l'attention de cette classe politique-là. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Et quiconque prétend diriger le Congo doit être à la hauteur de ces enjeux-là. On ne peut pas tâtonner en arrivant à la tête d'une république et commencer à tâtonner, et commencer à diriger le Congo. C'est pour cela que nous insistons, nous sommes assis sur un volcan qui peut entrer en éruption à tout moment. Parce qu'il y a des petits malins à travers le monde qui connaissent le Congo mieux que ceux qui dirigent le Congo.
mieux que ceux qui dirigent le Congo. Alors, je ne parle même pas des terres arables, 800 000 hectares, vous imaginez ce que ça veut dire. Je ne parle même pas de l'énergie hydroélectrique, parce que tout le monde parle de Inga. J'ai vu même sur Internet des débats sur Inga. Nous n'avons pas besoin d'Inga 3 dans ce pays. Nous n'en avons pas besoin. Ceux qui veulent dominer le Congo veulent nous imposer des projets à eux sur nos territoires. Vous savez qu'il y a des pays, allez en Éthiopie. On vante le développement de l'Éthiopie. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Des Asiatiques viennent acheter des terres. Ces terres leur appartiennent et ils cultivent sur des terres éthiopiennes ce qu'ils ne peuvent pas cultiver chez eux. Vous vous imaginez? C'est ce qu'on veut faire du Congo. Des gens qui amènent leurs projets sur notre dos, Inga 3. Mais nous n'avons pas besoin de 40 gigawatts. Nous avons le réseau hydrographique le plus dense du monde. Je dis bien du monde. Allez à la SNEL, l'étude existe. Moi, je me suis procuré cette étude-là. On peut électrifier le Congo par les microcentrales hydroélectriques à moins de 2 ans. Hydroélectriques. Je ne parle même pas du solaire. Alors, les gens se cassent les têtes. Inga 3, et il y a des... C'est incroyable. On ne connaît pas le Congo, on prétend diriger le Congo. Donc, dans cette situation-là du Congo, vous allez remarquer à la page 4 ce que nous avons balancé. Le problème du Congo, en fait, c'est il y a des petits malins qui nous connaissent mieux que nous-mêmes et qui ont créé une mafia dans ce pays, politico-militaire. Cette mafia-là est recrutée au sein de la société congolaise et en dehors de la société congolaise. Et cette mafia dirige le Congo. Leur premier objectif, c'est de confisquer le pouvoir politique. C'est ce qu'ils viennent d'obtenir, par n'importe quel moyen. Et après avoir confisqué le pouvoir politique, leur second rôle, c'est de transformer le Congo comme un comptoir d'achat-vente. Vous entendez? Un comptoir d'achat-vente où l'État est inexistant, pour que la gestion du pays soit entre les mains de cette mafia-là politico-militaire. Vous avez même remarqué que les Américains et les Européens ont sanctionné certains membres actifs de cette mafia-là politico-militaire. Et vous constatez fort heureusement ou fort malheureusement avec moi que ces sanctionnés-là vivent sous la protection du pouvoir de Kinshasa. Sous leur protection. Mais ce qui est dangereux dans cette affaire-là, quand l'État n'existe plus, tel que c'est la situation actuelle, l'État est sciemment affaibli sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire. Ça veut dire que nous sommes dans un no man's land. Un no man's land, ça veut dire personne ne dirige ce qui peut se passer là-bas. Personne ne contrôle ce qui peut se passer là-bas. Ça veut dire que le Congo devient un repère potentiel des terroristes. Un repère potentiel des terroristes. Parce qu'on ne contrôle plus rien ici. L'État est affaibli, l'État est inexistant. Voilà le danger que nous courons. Et j'espère que le monde est en train de voir cela, en commençant par les États-Unis d'Amérique, les conséquences que cela va entraîner au niveau du monde entier. Alors, on dit la population ne fait rien. La population mérite son comportement. Non, cette population est clochardisée. Je ne sais pas si vous avez une idée de la vie que nos compatriotes mènent à l'intérieur du pays, même pas seulement ici à Kinshasa, mais à l'intérieur du pays. C'est un calvaire innommable, innommable. Et vous voulez demander à cette population-là de se battre comment? Et si vous avez en tête de ces populations-là ce qu'on appelle la classe politique corrompue, je répète corrompue, tout entière. Moi je suis le seul, et je le répète aujourd'hui, j'en profite, comme je le fais chaque fois, de vous dire que je n'ai jamais été corrompu par Kabila. Je n'ai jamais reçu l'argent de Kabila. Mais combien peuvent-ils le dire au niveau de la classe politique? Combien d'entre nous? En dehors de Moubaki, qui peut le dire? Moi, je n'ai jamais reçu un seul franc de Kabila, de la dynastie Kabila. Qui peut le dire en dehors de moi? Et ces gens-là sont en face d'une population abandonnée à elle-même, que ces gens-là font balloter à gauche, à droite, pour dire suivez-moi opposant, alors que ce sont des collaborateurs et des accompagnateurs de la dynastie Kabila. Combien peuvent parler comme Moubaki aujourd'hui? Combien dans la classe politique?
Alors comment voulez-vous que cette population-là soit orientée au moment où des leaders sont déjà corrompus et tordus tels qu'ils le sont aujourd'hui? Même l'Église catholique s'est butée à ce problème-là. Elle a commencé à encadrer cette population, mais elle a été stoppée net. Des massacres ont lieu dans l'Église catholique. Des gens ont été tués à balles réelles. Pour vous dire que cette mafia-là a décidé de se comporter en terroriste. Et ils l'ont fait. Qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Rien du tout. Rien du tout. Alors, la conséquence de cette affaire, c'est quoi? Quand 80 millions d'habitants, et peut-être plus, se rendent compte que les élections ne servent plus à rien, vous imaginez les conséquences. Quand la population se rend compte que pour chasser une dictature, les élections ne servent à rien, vous imaginez ce à quoi les gens vont s'adonner. Vous voyez les conséquences de cette affaire-là. Et nous sommes dans cette étape-là maintenant, où les gens se disent à quoi servent les élections. Mais s'ils doivent résoudre leurs problèmes politiques, leurs problèmes existentialistes, comment vont-ils se comporter? Maintenant, on voit les Kuluna, c'est le bas étage de cette déviation-là. Mais après les Kuluna, nous allons assister à quoi? Les gens croient que le Kuluna, c'est un phénomène qui va s'arrêter là-bas. Les Kuluna peuvent s'amplifier en autre chose. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors les gens vont faire quoi? Les gens ne vont pas croiser les bras. L'homme doit chercher à survivre. Et tous les moyens seront utilisés pour cela. Les dégâts humanitaires, n'en parlons plus. Nous sommes le seul pays au monde où nous avons 4,5 millions d'habitants déplacés internes. 4,5 millions qui sont des réfugiés internes. Ça veut dire 3 pays africains. Je ne veux pas citer ces pays-là. Tous ces pays-là, leur population n'existe plus dans leur village. C'est ça le Congo. 7,5 millions qui sont reconnus, frappés par une aide humanitaire, un besoin humanitaire sévère. C'est ça les Nations Unies qui nous disent. C'est quel pays ça? Comment vous allez avancer avec ce pays-là? Vous ne pouvez pas avancer, vous êtes dans une illusion. Vous ne pouvez pas avancer tant que vous ne réglez pas ces situations-là. C'est une illusion. Et cette barbarie-là ne s'arrête pas. Plus de 150, je ne sais plus, je vous ai mis le chiffre, femmes qui sont violées chaque jour, selon les Nations Unies de Genève. Chaque jour. Ça, c'est quel pays, ça? Comment vous pouvez dire, je suis président d'un tel pays et je vais avancer? Vous n'avancerez pas. Vous êtes dans une illusion. Vous et vos partenaires, vous êtes dans une illusion. Et nous disons, il faut arrêter cela. Le Congo a beaucoup apporté au monde. C'est nous, les Congolais, qui avons ouvert nos portes aux Rwandais, aux Ougandais, aux Burundais, à la demande de la communauté internationale, pour leur éviter la débandade suite au génocide chez eux. Il n'y a eu aucun Congolais, vous entendez, aucun Congolais qui a été reconnu auteur du génocide au Rwanda. C'était les Rwandais entre eux. Aujourd'hui, le Rwanda est libre, l'Ouganda est libre, le Burundi est libre et le Congo est en guerre. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Alors, ils font là-bas, ils créent une histoire avec ces autorités, entre guillemets, congolaises, qu'ils appellent Mécanisme national de suivi de Nairobi. Leur rôle, c'est quoi? Ils créent une rébellion. Alors, après quelques mois, ils font des cessations des hostilités pour prendre les rebelles pour dire mixage, brassage, sans savoir d'où ils viennent. Mais ça, ce n'est plus une armée. C'est ce qui se passe à Beni Butembo. Vous ne vaincrez jamais les fameux ADF-NALU parce qu'il n'y a pas d'ADF-NALU. Il n'y a jamais eu d'ADF-NALU. Et nous pouvons le démontrer ici. Donc, l'éclatement du Congo est programmé, a été programmé depuis longtemps. Brassage, mixage, ça veut dire quoi? Où avez-vous déjà vu une armée comme ça? Une rébellion créée, avec une guerre créée, et comme solution, mettez-vous ensemble. Et ça continue. Et ça continue. Et vous dites que vous êtes dirigé, vous avez des responsables dans ce pays. Il n'y a pas de responsables. Ça, c'est ceux qui étaient là, ceux qui viennent dire non, nous effaçons tout, nous recommençons à zéro. Ça veut dire quoi ça? Effacer tout, ça veut dire quoi? Moi, je veux comprendre ça. Effacer tout, une fosse commune, effacer tout, ça veut dire quoi? Faire ressusciter tous les cadavres qui sont là-bas et ils repartent dans leur village. Effacer tout, ça veut dire quoi? Laisser les voleurs circuler, laisser les voleurs, les assassins s'amuser, effacer tout. Ça veut dire quoi ça?
Quel est ce pays qui peut se développer sans justice, sans paix, sans justice, sans réparation? Où avez-vous déjà vu ça? Même la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale qu'on a évoquée, oh, les Français et les Allemands s'entendent. Oui, mais il y a eu Nuremberg. Il y a eu le procès de Nuremberg après la guerre 40-45. Et aujourd'hui, les assassins du Nuremberg aujourd'hui sont pourchassés à travers le monde. Même à 89 ans, on l'attrape, on le condamne à mort. Ça, on ne sait pas ça. Ça, on ne sait pas ça. C'est hallucinant le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et donc le Congo a tout fait pour le monde. Le Congo a donné au monde en 40-45 l'uranium qui a permis aux Alliés de donner l'image actuelle du monde. Posez-vous la question de savoir si l'uranium de Tchikolobe n'avait pas été volé et donné aux Alliés, quelle serait la face du monde aujourd'hui? Quelle serait la face du monde aujourd'hui si le Congo n'avait pas donné cet uranium-là? Donc le Congo ne mérite pas ce traitement méprisant. Et nous nous insurgeons contre ce traitement-là. Vous venez de lire encore, je vous ai mentionné ça. Le Congo avait porté plainte contre le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi auprès de l'Union africaine. L'Union africaine a qualifié dans sa déclaration ces trois pays des pays occupants. Donc quand certains Congolais parlent d'occupation, ils n'ont pas tort. Pays occupants. Et des résolutions ont été prises pour que les responsables soient traduits en justice. On dit ce qui se passe dans notre pays, ce sont les effets collatéraux. Effets collatéraux. Vous êtes Congolais ou vous êtes étranger quand vous affirmez des choses comme ça. Des armées régulières de ces pays-là rentrent chez nous. Vous parlez d'effets collatéraux. Comment quelqu'un peut aller jusqu'à oublier, à fermer les yeux devant des évidences comme ça? Le corps de Tshisekedi doit saigner dans la tombe là où il est, s'il aura une tombe un jour. Nous devons maintenant nous prendre en charge et proposer des solutions. C'est comme ça que nous en appelons à l'obligation de la communauté internationale de se mettre debout et d'aider le Congo. Parce que le Congo a tout fait pour la communauté internationale. La communauté internationale n'a rien fait jusqu'à présent pour le Congo, à part lui créer des misères. Donc cette communauté internationale ne va pas attendre la radicalisation, l'extrémisme des Congolais. Cette communauté internationale doit maintenant prendre ses responsabilités. En faisant quoi? En ramenant tous ces acteurs politiques qui sont dans leur giron autour d'une table, dans ce que nous appelons une conférence internationale de sortie de crise. Nous sommes dans une crise de légitimité de pouvoir généralisée. Que les gens ne vous trompent pas. Il n'y a pas de calme. C'est le calme avant la tempête. Nous sommes dans une crise de généralisée de pouvoir. Il faut que les gens ouvrent les yeux et trouvent une solution rapidement autour d'une table. Et nous en appelons donc à la communauté internationale de nous aider. Nous avons édicté ici certains principes républicains qui doivent guider les Congolais autour de la table. Nous demandons à ce que toutes les institutions illégitimes d'ailleurs soient déclarées comme telles obsolètes. Il faut que dans une période de 3 ans, on met en place une administration neutre, des institutions avec des animateurs à nommer neutres jusque dans la territoriale, organiser les élections et mettre en place un programme minimum pendant cette période-là. Et nous pensons que pour réunir ces gens-là, nous faisons appel dans un premier groupe, le groupe des gens qui ont accompagné Kabila pour crédibiliser sa parodie électorale. C'est le CACH, c'est le Lamouka, c'est le FCC. Ils vont envoyer leurs délégués. Le deuxième groupe, c'est ceux qui ont fustigé ce processus électoral et ils vous l'ont dit à l'époque et ils vous ont alerté pour ne pas encourager cette parodie-là. C'est la coalition que nous-mêmes nous dirigeons. C'est la coalition que le professeur Mokonda Bonza dirige. C'est la coalition des Congolais de l'étranger avec M. Damien Kalura. C'est la coalition composée du gouvernement de la diaspora de l'étranger avec Justine Kassavubu. Et c'est la coalition de la résistance organisée autour de Apareko de Honoré Ngbanda. Le groupe C, c'est la société civile. C'est le CLC, le comité laïque de coordination qui s'est illustré par des prises de position patriotiques. Et le groupe D, ce sont des personnalités qui se sont illustrées
par leur prise de position sur la débâcle programmée de la RD Congo. Et là, nous avons le professeur Jean Bélé de Boston, nous avons le pasteur Ekofo, nous avons le cardinal Mosengo, nous avons le docteur Mukwege et nous avons le juge Wassenda Songo Corneille qui a fait un chou gras contre ses collègues de la Cour constitutionnelle avec le théâtre de chez nous auquel nous avons assisté. Alors, nous demandons donc que ces groupes-là désignent les leurs. Eh bien, s'il y a ceux qui ne veulent pas, nous les Congolais de ces groupes-là, nous allons nous réunir et décider de l'avenir de notre pays. Et nous rendrons ça public aux yeux du monde et aux yeux de la communauté nationale. Parce que nous ne pouvons plus patienter. Mais nous avons quand même pris quelques précautions. Nous avons donc proposé pendant cette période-là que tous ceux qui vont participer au sein de ces institutions-là de la transition ne participent pas au processus électoral au sortir de ce processus, au sortir de cette transition-là. Parce qu'ils ne peuvent pas être jugés partis. Nous avons assisté à ça en 2006, en 2011, en 2018. Donc ceux-là vont s'abstenir et laisser ceux qui aiment réellement le Congo diriger les institutions pendant cette période. Nous avons aussi proposé un programme, c'est la réforme de la justice, afin qu'elle soit réellement indépendante des autres pouvoirs institutionnels, d'une part, et stabiliser d'autre part, le cas échéant, les institutions de la République et aider les pouvoirs publics à jouer complètement leur rôle en neutralisant les inciviques sur le plan des meurtres, sur le plan des détournements des deniers publics. Nous avons demandé aussi de mettre comme programme pendant cette période une lutte contre l'impunité, en clarifiant particulièrement les dossiers pendant des crimes politiques. C'est pour ça que je m'interrogeais ici quand on dit nous effaçons tout. Qu'est-ce que je vais dire à Madame Tchebe et à ses enfants? Que oublier ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je vais dire à la famille Kamina Sampo? Aux 80 fausses communes, oublier ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Toute conscience, bonne conscience doit être interpellée. Ça veut dire quoi ça? Effacer tout, ça veut dire quoi? Et mettre fin aux groupes rebelles, parce qu'il faut traquer ces groupes. Ces groupes-là sont des terroristes. Ce sont des terroristes. Il n'y a pas à négocier avec les groupes rebelles. Il faut les traquer et mettre fin à ces groupes-là pendant cette période. Alors, il faut aussi définir et appliquer sans faille les conditions d'établissement sur le sol congolais de toutes ces migrations massives. On parle de Mbororo. On ne vous parle jamais de Mbororo dans vos télévisions ici. J'espère que la RTNC 1 et 2 sont là, qui nous parlent un peu de Mbororo, qui disent, Moubaki a dit, il y a 2 millions de Mbororo, des éleveurs sud-soudanais, auxquels s'ajoutent maintenant des braconniers libyens, qui sont à Rungu, qui sont à Ouacha, qui tuent, qui font la loi. Et l'État est inexistant depuis des années. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Il faut auditer le compte général du Trésor, parce que ce compte a été démultiplié, je ne sais pas par combien, et où de l'argent est en train de s'évader. Il faut auditer le compte général du Trésor, auditer la Banque centrale, les régies financières et tous les services publics. Il faut dépolitiser l'administration, parce qu'il y a aussi des nominations clientélistes. D'ailleurs, la territoriale actuelle, vous savez vous-même que personne n'a été élu. En tout cas, ceux qui ont été réellement élus sont mineurs par rapport au nombre des nominés, des nommés et des nominés. Et donc, il faut nommer pendant cette période des gouverneurs de province, des maires des villes, des administrateurs de territoire qui soient neutres, étant entendu que ces gens-là ne pourront pas participer aux élections au sortir de cette période-là. Les entreprises publiques, il faut les dépolitiser, parce que nous avons assisté à une certaine époque à ce qu'on peut appeler la privatisation des entreprises publiques. On a appelé ça des engagements de l'État. En fait, c'était un vol organisé. Et je suis content de voir qu'à la tête de l'Assemblée nationale, nous avons l'artisane majeure, l'actrice majeure de cette affaire-là. Comment pouvez-vous dire que la SNEL devient une entreprise commerciale?
comment vous pouvez dire que la JDESO devienne une entreprise commerciale? Imaginez, c'est le secteur privé qui donne du travail. Est-ce qu'il y a un secteur privé au Congo? Si les Libanais, les Indiens ferment les boulangeries aujourd'hui, mais c'est la révolution à Kinshasa. Qui est le Congolais qui a 5 milliards de dollars dans son compte à banque au Congo? Vous pouvez me citer un seul? Ça n'existe pas. Allez voir votre FEC là. Les responsables du FEC, c'est soit des Libanais, des Indiens, des Pakistanais. C'est quel pays ça? Et vous parlez du secteur privé qui va donner des emplois. Où? Un secteur privé prédateur, il va créer des emplois. Donc tout ça, ce sont des montages pour affaiblir le pays, pour s'accaparer des richesses du pays, pour dire on privatise. Mais vous privatisez la SNEL, vous privatisez la Régie des eaux. Mais pourquoi vous n'aviez pas... Oh non, regardez un exemple. RTL arrive, Vodacom arrive et tous ces autres-là arrivent. Mais ils devaient prendre l'OCPT. Pourquoi ils n'ont pas pris l'OCPT? Pourquoi ils n'ont pas pris l'OCPT? Ils viennent avec leurs entreprises pour vous imposer. Ils disent privatiser la SNEL. Dites-leur, créez votre SNEL. Nous allons privatiser la Régie des eaux. Créez votre Régie des eaux. Laissez l'opérateur public en place. Mais il y a des gens qui dirigent le Congo sans savoir comment le Congo peut émerger à travers le monde. Ça part. Ils n'ont aucune vision. Alors ils sont engloutis dans toutes ces politiques-là, des politiques bidons, pour affaiblir la nation congolaise, parce que le jour où le Congo va se réveiller, c'est toute l'Afrique. Je ne parle pas de l'Afrique noire, c'est toute l'Afrique qui va se réveiller. Alors, nous avons comme point à la page 15, la dernière page, nous avons demandé aussi, d'abord à la page 14, c'est un point important, nous on n'efface pas tout. Nous allons demander la constitution d'un tribunal pénal spécial sur le Congo pour tous les crimes commis au Congo. Ce tribunal aura lieu. Nous l'avions décidé à Sand City, je vous rappelle, en 2002. Tous les Congolais à Sand City avaient pris cette résolution-là. Mais au retour de Sand City ici, la clientèle 1+4, la clientèle à la dynastie Kabila 1+4 avait effacé cette affaire-là. Mais la résolution existe. Et je vois qu'aujourd'hui, Human Rights Watch revient sur cette affaire, la société civile du Congo revient sur cette affaire. Nous avons tous les éléments constitutifs qui justifient donc la mise sur pied de ce tribunal-là. Il faut que ce tribunal arrive, c'est le point 4.8.6 à la dernière page. Nous avons aussi demandé, parce que justice doit être faite aux Congolais, vous ne pouvez pas être réfugié dans votre propre pays, que tous les Congolais déplacés dans leur village, tous, pendant cette période, regagnent leur village et soient rétablis dans leurs droits et dans leurs biens intégralement. Parce qu'on ne peut pas assister à des invasions, à des gens qui viennent déloger nos frères dans leur village et dire comme si de rien n'était. On doit mettre fin définitivement à cette affaire-là. Et au passage, nous avons parlé de votre armée, votre police, votre service de sécurité qui doivent être réellement congolaises, réellement nationales. Il faut enlever toutes ces histoires de mixage et de brassage qui ont affaibli le Congo et qui ont démontré leur incapacité à Beni, à Butembo, à Lubero, au sud Kivu, au nord Katanga, un peu partout, où l'armée congolaise doit défendre le territoire national. Voilà, mes amis de la presse, j'ai essayé d'être un peu plus détaillant parce que vous n'avez pas eu le temps certainement de pénétrer ce document-là. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais Ambila, Bazapo, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.